David van der Meulen, je suis très heureux de vous revoir à l'occasion de la parution chez Albin Michel de l'adaptation dont tout le monde a déjà parlé et évoqué l'importance, l'adaptation de Sapiens, le best-seller de Yuval Noah Harari, que vous avez adapté avec Daniel Casanave, votre complice en dessin, mais ici dans l'adaptation aussi de plusieurs albums, de plusieurs volumes déjà en bande dessinée. Alors, ma première question à propos de ce projet formidable, colossal, qui va donner lieu à 4 volumes, dont c'est le premier, et à la dimension mondiale, universelle de ce projet. Comment est-ce que vous le percevez dans le cheminement de votre travail à vous, qui, on se souvient de Fritz Haber, cette évocation de cette personnalité si ambiguë, si complexe, et à travers aussi d'autres biographies comme celle de Shelley que vous avez fait avec Daniel Casanave, mais aussi de cette collection, la BTTech des savoirs. Comment est-ce que vous vous situez dans ce cheminement à l'intérieur de l'œuvre que vous êtes en train de créer? Finalement, quand je regarde en arrière, c'est un jalon assez, comment dire, il fallait que ça arrive, quoi. C'est une continuité qui se met comme ça. C'est un coup de chance aussi, évidemment, parce que c'est une offre et une demande des éditions Albin Michel. On n'avait aucune idée, Daniel et moi, que l'on n'aurait jamais osé demander de proposer cette chose-là. Donc, oui, c'est un jalon un peu qui va presque de soi, surtout après mes 5 années que j'ai faites en tant que directeur de collection de la petite BDTech des Savoirs, où j'ai là vraiment pendant ces 5 dernières années vraiment travaillé énormément la bande dessinée de non-fiction. Ça m'a beaucoup appris, puisqu'on a fait 29 tomes, et donc avec ces 29 tomes, ça nous a aussi aidé Daniel et moi, à comprendre toute la richesse narrative que pouvait proposer la non-fiction, puisque ces 29 auteurs, je les invitais à travailler eux-mêmes les textes des spécialistes avec lesquels on les associait, et ils nous ont proposé 29 façons différentes de raconter les sciences humaines, et tout cela a été très très enrichissant pour moi. Ça m'a vraiment convaincu que en fait tout était adaptable, en fait, il suffisait parfois de beaucoup de pages ou bien beaucoup de travail, mais que rien n'était vraiment impossible. Donc tout cela a fait que lorsque on nous a proposé Sapiens, Daniel et moi, on a trouvé ça entre guillemets assez naturel, dans le sens où ça ne nous a pas fait peur. Bon, ça nous a évidemment totalement interloqués, et nous étions très très surpris, mais agréablement surpris, bien sûr. Mais tout ça, on y a été, on a dit un oui directement avec beaucoup d'insouciance, sans se douter évidemment du travail colossal que ça allait représenter, parce que c'est tout de même assez, c'est peut-être un des boulots qui est le plus complexe dans mon parcours. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 4 auteurs à ce travail, Daniel Casanave et vous, bien sûr, pour l'adaptation, Harari qui s'est associé de très près à l'exercice, et puis l'éditeur Martin Zeller chez Albin Michel qui lance une collection de textes par la bande dessinée ou d'œuvres par la bande dessinée. Alors comment est-ce que ça s'articule? Concrètement, comment les choses se passent si on doit faire une petite masterclass? Ah oui, oui. Mais, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un travail, enfin, je dirais que c'est même plus qu'un travail avec ces 4 personnes.
c'est un travail aussi avec les équipes d'Albin Michel et les équipes de Yuval. Donc, on est facilement une, une grosse douzaine sur ce boulot. Bon, alors évidemment, c'est Daniel, moi et Yuval qui travaillons le plus, enfin le plus dans le récit, mais évidemment, notre éditeur est très impliqué et sa collaboratrice Lorraine Trio également. Donc oui, donc on a travaillé énormément ensemble. Ce qui a été très agréable pour nous, c'est pour Daniel et moi, c'est d'apprendre très vite que Yuval s'est énormément investi au-delà de nos espérances. En fait, et donc en fait, Yuval est vraiment il me seconde totalement dans la réalisation du scénario, et si bien que lorsque je lui envoie le scénario, enfin les ébauches, les brouillons, tout cela l'enchante parfois tellement que ça lui donne des idées pour reformuler son livre ou bien même le rendre, lui ajouter des anecdotes ou de comprendre que grâce à notre langage bande dessinée, il y avait moyen de dire encore plus simple, de faire encore plus simple et d'être encore plus explicite que dans sa version courante originale. Donc ça, c'est très très agréable puisque je dirais que notre Sapiens en BD est une véritable transposition du texte qui est paraphrasé bien sûr puisqu'il est dialogué, mais c'est aussi quasiment une édition un peu augmentée parce qu'il y a quelques notions par-ci par-là qui ont été ajoutées par Yuval. Alors vous parlez de masterclass et c'est véritablement le mot que j'emploierais pour mon travail et notre collaboration, Daniel et moi, avec Yuval, parce que lorsque, par exemple, je fais un scénario où Daniel réalise une planche et que Yuval nous dit à écouter, non, ça ne va pas, ça je n'aime pas comme idée parce que, et en fait, quand il dit parce que, il va nous écrire une page, voire 2 pages à 4, où il va nous expliquer pourquoi notre idée n'est peut-être pas la meilleure. Et c'est une véritable masterclass, justement, gratuite que nous avons d'un génie qui est enfin, qui sait faire, qui a un don du page turner qui est ahurissant, enfin, et du page turner de sciences humaines. Donc, parce qu'il n'a pas vendu 19 millions de son œuvre globale en monde par hasard, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement impressionnant par sa vivacité d'esprit et son esprit de synthèse qui sont absolument sidérants. Il y a d'ailleurs une page, et j'attire l'attention de ceux qui n'ont pas encore lu le livre sur cette page-là, une page où est dessiné votre travail, vous êtes à table avec vous-même représenté, avec Daniel et puis Oui, Yuval. on s'est amusé à mettre Voilà. Une petite mise en abîme. Et par ailleurs, Yuval lui-même est un des personnages. Alors comment est-ce qu'il a pris ça, lui, Yuval, d'apparaître comme étant incarné en quelque sorte dans l'histoire telle que vous la racontez? Au début, enfin, il trouvait ça très flatteur, mais il aimait pas trop, en fait. Il a essayé de nous, de nous faire partir vers une autre piste, mais moi, j'ai tout de même insisté parce que j'expliquais à Yuval, je dis, écoute, la transposition du livre, si on veut la faire dans son entièreté, le ratio, c'est à peu près une page du livre de l'édition originale correspond à deux planches et demie, voire 3 planches de bande dessinée. Donc ça, c'est le ratio. Donc je lui dis, écoute, on va probablement, on risque d'atteindre les 1200 pages. Si on n'incarne pas la parole en bande dessinée pendant 1200 pages, ça va pas le faire parce qu'il faut absolument éviter le carton off et l'image. Il faut du dialogue, il faut de la bulle, il faut incarner la parole. Donc, ce serait vraiment important que tu sois là. Et
et alors, et c'était tout à fait légitime de sa part, il nous racontait que oui, mais voyez, moi, je n'ai pas envie que d'être un héros de BD et que je sois mis trop en avant. Et on peut le comprendre quand on lit l'édition courante et qu'on voit le nombre de notes de bas de page et qu'on voit la bibliographie, on voit que qu'est-ce que c'est Sapiens? C'est avant tout une œuvre de synthèse, c'est avant tout Harari qui a été lire les études les plus récentes en anthropologie, en paléontologie, en biologie, en théologie, en tout ce qu'on veut. Et il a fait un grand mix, une grande synthèse de, de tous ces spécialistes et de tous ces scientifiques. Et donc, le fait de se voir un peu en lui-même en personnage de BD, un petit peu parler en fait, de ses idées qui ne viennent pas de lui. Lui, il est médiéviste et c'est un historien médiéviste, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pas un spécialiste de la biologie. Il le dit d'ailleurs dans son introduction de son livre, il le précise bien. Et donc, là-dessus, j'ai directement trouvé l'astuce en lui disant, ben écoute, alors toutes les notions de science, de biologie, de théologie, de toutes ces choses-là, eh bien, on va les faire, on va inventer des personnages. Il y aura d'autres personnages qui disent, toi, tu seras un peu le monsieur loyal qui va un petit peu mener le récit, qui fera peut-être des considérations strictement historiques, mais pour le reste, on va inventer d'autres personnages. C'est ainsi qu'on a inventé un personnage candide. On a créé une nièce, une Oui. adolescente de 13 ans, qui est le personnage candide qui va poser les questions, mais qui ne fait pas que ça, qui apporte aussi au récit une touche de pop culture parce qu'elle vient avec des comics, elle vient avec des choses un peu amusantes dans la bande dessinée pour les raconter autrement. Il y a une professeure qui s'appelle Sarah Swati qui parle de zoologie et de sciences, un père protestant allemand qui est un archéologue, et oui, et alors toute une ribambelle de super-héros qui eux vont raconter et expliquer les mythes et les fictions créées par l'homme. Et donc voilà, et donc c'est avec cette panoplie et de tous ces personnages qui accompagnent Yuval et que l'on voit même plus que Yuval pratiquement. Alors là, Yuval était d'accord parce que ça reprenait un petit peu une œuvre un peu avec un récit un peu choral de plusieurs personnages qui racontent en fait le texte. Alors, ce qui est dans le choix des personnages savants que vous invitez dans votre récit, il y a cette professeure indienne dont vous avez parlé, le professeur Saraswati. Le mot indien veut dire la déesse de la connaissance, mais il y a aussi des savants du monde réel, des vrais savants comme Robin Dunbar qui a accepté de se prêter à ce jeu d'être dessiné par vous. Alors comment se fait l'équilibre entre ceux qui doivent être les vrais savants ou les vraies personnalités et puis d'autres que vous inventez comme Zoé et ce professeur Saraswati qui est une très très belle personnalité pour nous aider à comprendre les choses? Oui, alors le professeur, c'est à peu près enfin, il y a d'autres petits caméos qui arrivent comme ça de près professeur, mais là, vraiment, où on met quelqu'un en scène sur plusieurs pages, effectivement, on n'a pris que le professeur Dunbar. Bon, évidemment, parce que c'est des choses un peu compliquées ça c'est très technique, mais pour des questions de droit et tout ça, étant donné qu'on est sur une œuvre quand même qui va être diffusée mondialement et tout ça, il faut l'accord de la personne et c'est parfois compliqué. Surtout que la bande dessinée, bon, c'est quand même un travail qui est un peu lent et tout ça, donc il faut d'abord demander en amont est-ce que vous êtes d'accord sur le principe et puis après il faut
réaliser le passage des pages et puis il faut quand même les faire valider. Donc, on ne peut pas se permettre de faire ça avec trop de monde parce que ça prend beaucoup de... ce sont des choses qui prennent un peu de temps. Mais j'avais vu... le professeur Dunbar, en fait, est extrêmement connu dans le monde anglo-saxon. Il est peu traduit en France, donc il n'est pas très connu, mais c'est quelqu'un qui est très, très important parce que c'est un scientifique et un anthropologue qui a développé des thèses et qui raconte notamment que l'alcool est très important pour l'humain et que le développement et l'invention de l'alcool et de l'enivrement est quelque chose qui est totalement à la coopération humaine, et que c'est un enjeu très important. Et j'avais vu sur YouTube et sur des vidéos sur le net que ce brave professeur Dunbar n'accordait ses interviews que dans des pubs anglais avec des bières, avec chaque fois des bières en main. C'était un bon vivant. Et boit du vin rouge chez vous. Voilà. Et donc, effectivement, on s'est permis dans la bande dessinée de le faire. Enfin, il y a pas une case, je crois, où il n'a pas un verre de vin rouge à la main. Et enfin, il y a un petit côté Capitaine Haddock comme ça. Et donc, j'avais flairé que ce professeur Dunbar serait un très bon client et ça s'est révélé exactement. Voilà. Alors, on va pas entrer dans le contenu du livre que par ailleurs on trouve sur Internet dans la synthèse du livre, mais peut-être sur ce professeur Dunbar, peut-être sa théorie du commérage que vous évoquez, qui est tout à fait intéressant parce que ça montre bien comment, à partir d'éléments tout à fait quotidiens ou tout à fait accessibles, on peut finalement entrer dans une théorie extrêmement élaborée de l'évolution de l'espèce depuis la prépondérance d'Homo sapiens par rapport aux autres Homo, et jusqu'à, dans le cas du premier volume, jusqu'à la révolution agricole. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie du commérage et comment est-ce que ça entre pour évoquer au moins cet aspect-là du contenu, proprement dit? Oui, en fait, le professeur Dunbar, une de ses grandes thèses, c'est d'expliquer que, en fait, les humains se distinguent des autres grands singes par leur façon de coopérer. Et quand et c'était le cas aussi des Néandertals, apparemment, et des autres races Homo à l'époque. Et en fait, le professeur Dunbar nous explique que si les grands singes coopèrent plus ou moins en moyenne à une douzaine d'individus, nous, les sapiens, nous arrivons à coopérer jusqu'à 150 membres. Et d'ailleurs, c'est un chiffre assez important et qui a même été, ce sont les études du professeur Dunbar qui ont même aidé à des coopérations militaires. Enfin, les militaires ont compris que au-delà de 150, il ne fallait pas faire de troupes de combattre plus larges parce que c'était compliqué et parce que justement à 150, on peut savoir qui fait quoi et justement, il explique que le commérage est très important pour savoir, oui, mais tu sais que machin, il a dit ça à machin. Et en fait, c'est quelque chose qui est absolument essentiel à notre façon de coopérer. Et c'est-à-dire que donc tous les magazines de commérage qui racontent les histoires de stars et tout ça, eh bien, il faut pas trop s'en moquer parce que en fait, ça nous est consubstantiel à notre façon. Enfin, c'est ce qui nous reste de notre façon de vivre ensemble en fait. Nous avons besoin de ça. Donc, et nous avons, et c'est quasiment dans nos gènes. Alors, l'autre élément qui est propre à votre travail, à celui de Daniel Casanave, c'est
le fait de vraiment exploiter tout ce que la bande dessinée, y compris dans ses référentiels, peut vous apporter pour nourrir le récit. Ainsi, vous avez évoqué le docteur fiction, ainsi vous avez évoqué ces personnages, mais aussi il y a des décalages, aussi il y a des allusions. Par exemple, on retrouve les comics américains revisités par vous, un peu à la manière du Rick Remix que vous aviez fait avec cette texture de planches, de dessins pointillés, mais aussi on trouve dans certaines cases, et j'ai relu certaines pages plusieurs fois, en chaque fois en me disant qu'est-ce que je vais trouver encore en le lisant plusieurs fois, on trouve des histoires derrière les histoires et cette part de l'humour qui vous aide à véhiculer le propos, parfois sérieux, mais qui est rendu tout à fait accessible. Alors, ce docteur fiction et le fait d'inventer, de produire des fictions qui appartiennent à ce qui fait de l'Homo sapiens ce que nous sommes devenus. Comment l'avez-vous travaillé avec Daniel Cazenave et avec Yuval? Euh, mais bien, donc oui, donc c'est un personnage typique de super-héros avec un masque. Mais alors, on l'a travaillé, on en a fait un personnage qui est ni homme ni femme, un peu cuir comme ça, enfin même carrément cuir, et il fallait il fallait lui donner une certaine neutralité puisque c'était le personnage qui incarnait tous les grands récits. Donc c'est un personnage en fait, il ne verbalise pas exactement, mais il va dire que la Bible ou le communisme, c'est kiff ou Rico, c'est des histoires inventées. Et comme ça, il le développe et il l'explique, notamment avec Armand Peugeot, le fameux créateur des usines Peugeot, des automobiles Peugeot, et il lui explique que voilà, ben, son entreprise Peugeot, eh bien, c'est une fiction, elle n'existe pas. Et, mais tout le monde y croit. Il explique que l'argent n'existe pas, mais tout le monde y croit, et que c'est parce que tout le monde y croit que ça marche. Et que si, C'est tout ça, c'est désincarné de la personne. Voilà, et que si quelque chose ne marche plus, eh bien, les humains vont inventer une histoire plus puissante qui va aller au-delà de cette idée. Et, voilà, enfin, si une monnaie s'écroule, eh ben, une autre monnaie va la suppléer, va venir et tout le monde va croire à cette nouvelle monnaie. Enfin, nous sommes en fait totalement tributaires de la fiction. Notre coopération ne saurait fonctionner sans la fiction. En fait. Alors peut-être en partant de cet exemple de Peugeot, d'Armand Peugeot, dont vous reconstituez toute l'histoire de la création à partir de son petit atelier de mécanique jusqu'à devenir cette entité qui est décalée par rapport à la personne elle-même, j'aimerais qu'on aborde brièvement le travail de l'équipe qui s'occupe de l'évaluation de la sensibilité culturelle du livre, les sensitivity managers, qui permettent d'évaluer si les choix que vous faites à Bruxelles, des illustrations que vous allez donner, sont visibles et de quelle manière sont-elles lisibles en Corée, au Pérou, ou en Australie. Alors là, c'est tout un travail quand même assez complexe, ou est-ce que ça vient naturellement parce que vous appréhendez que c'est une diffusion mondiale? C'est-à-dire qu'au début, quand on nous a dit ça, qu'on allait avoir des sensitivity leaders qui allaient venir alors, je savais ce que c'était. C'est très rare chez nous, en francophonie. C'est extrêmement courant dans le monde anglo-saxon. Et j'avais une petite appréhension, évidemment, parce que j'avais peur. Je dis, bon, parce que ces gens sont payés pour voir des choses qui ne vont pas. Donc, de fait, ils vont trouver quelque chose. Donc voilà, donc c'était un petit peu compliqué, enfin au début parce que on était un petit peu paniqués et en fait ça s'est très très bien passé et je pense que oui ces gens sont
assez, enfin, c'était vraiment bien parce que il y a ce côté. Alors, ils sont là évidemment pour voir euh, si on ne fait pas des énormes erreurs, c'est-à-dire s'il n'y a pas de l'homophobie, de la grossophobie, de, de la misogynie, bien entendu, ce genre de choses. Si il y a une parité homme-femme qui est tout à fait assez assez claire dans la bande dessinée, dans la représentation, et aussi une invisibilité des minorités culturelles, sociales, et tout ça. Donc, c'était quand même quelque chose qui était intéressant. Par exemple, quand on devait faire Daniel devait dessiner des foules ou des cases avec beaucoup de personnages, ben, il fallait bien dessiner une multitude de gens les plus différents possibles. Et aussi, ce qui était intéressant, c'était la représentation des femmes. Par exemple, au tout début, Daniel avait tendance à dessiner des femmes en faisant en faisant des poitrines et des hanches bien marquées. Et Yuval est venu me dire, mais il pouvait faire des personnages féminins qui ne sont pas gracieux aussi. Enfin, et ça nous a vraiment bien direct. On a en fait, avec cette simple remarque, on avait déjà compris à quel point nous étions biberonnés dès l'enfance à de la bande dessinée de Walteri avec Natacha, par exemple, où une femme, c'est une petite pétée, quoi. Et en fait, et c'est terrible, en fait, parce que c'est des choses qu'on voit enfant et qui peuvent rester très, très longtemps en nous. Bon, alors, évidemment, ce n'est pas cette remarque-là de Yuval je l'avais déjà compris bien avant, ce genre de choses, mais c'est peut-être quelque chose qu'on a il fallait un petit peu qu'on y repense et qu'on s'y rafraîchisse la mémoire. On dit, ah oui, ne pas oublier ça. Et ça, c'est au début du travail. Et puis ensuite, en fait, j'étais très étonnée en fait, on a assimilé très, très vite tout ce genre de choses. Et finalement, on sait très peu faire retoquer sur des choses comme ça. Après, il y a des questions vraiment on ne peut pas imaginer. Par exemple, là, on est en train de faire de savoir, on va demander, on a une scène qui se passe en Chine avec des Chinois et ils regardent une, pour faire une métaphore de la coopération humaine en grand nombre, ils regardent une colonne de fourmis qui travaillent à porter des feuilles et tout ça. Et en fait, on doit aller voir si, en fait, est-ce qu'en Chine, comparer des humains à des fruits, est-ce que c'est une insulte? Enfin, voilà. Ce sont les mêmes choses qu'il faut savoir que, par exemple, au Japon, on ne se mange pas, mais on renifle, et en Europe, c'est l'inverse, et on ne trouve pas ça très élégant, et de l'autre côté, même chose, c'est vice-versa. Donc, ce sont des choses qui, évidemment, quand on fait une œuvre qui est censée être diffusée dans 60 pays, évidemment, c'est important de faire attention à cela pour pas commettre d'impair, tout simplement, et être respectueux. Alors, il va y avoir quatre volumes pour le moment. Le premier est sorti. Comment est-ce que vous vous organisez déjà? Est-ce que vous travaillez sur les trois suivants en même temps, puisqu'on voit que celui-ci est susceptible de vraiment bien fonctionner, ou est-ce qu'il y a une obligation en quelque sorte pratique d'organiser les choses en suivant le déroulement des différentes révolutions de l'humanité que vous allez nous raconter? Non, en fait, le travail est tellement vaste et compliqué et ça met tellement de temps, la bande dessinée, on travaille dans la continuité, on travaille chapitre par chapitre. Et donc, je n'ai pas le temps d'aller voir
la fin du livre et de m'imaginer déjà ce que je vais imaginer sur la fin du livre. On travaille, enfin, je vais pas dire le nez dans le guidon, mais effectivement, on est chapitre par chapitre parce que c'est trop de travail en fait. Et puis, on a envie aussi d'être présent, enfin que cette adaptation de ce livre ne met pas 15 ans, quoi. Et donc, et comme Daniel et moi, on est finalement que à nous deux pour faire cette planche, donc il faut quand même qu'on aille assez vite, puisque c'est quand même les livres font 240 pages, et le pari que l'on fait, c'est essayer de venir toutes les rentrées, tous les mois de septembre, octobre, de venir avec un nouveau tome de 240 pages. Le livre de Yuval étant construit en 4 grandes parties. Donc, alors c'est vrai que la 4e partie est plus grande, elle est double. Alors on ne sait pas encore à l'heure actuelle si on va venir avec un 4e tome un peu plus tard et il fera 400 pages, ou bien si on va faire 5 volumes. L'histoire nous dira. Mais c'est vrai que la construction du livre de Yuval était tellement parfaite et enfin c'est un des grands points forts de Yuval, c'est la synthèse et la construction, que il y a moyen de travailler de cette façon, c'est-à-dire chapitre par chapitre, parce que le rythme déjà à la base est assez excellent, et donc ça nous aide beaucoup quand même. Il faut quand même préciser que si j'apporte de l'humour et une mise en scène des personnages, c'est tout de même la force de savoir raconter de Yuval qui est aussi dans cette bande dessinée, et c'est ça qui fait que c'est agréable à lire. C'est la qualité du travail de Yuval aussi. Et alors, il a aussi participé à l'adaptation que vous avez faite, mais non seulement en étant co-adaptateur en quelque sorte et en approuvant ce que vous lui suggérez, mais aussi en actualisant. Par exemple, dans ce volume-ci, on évoque le Covid-19. J'imagine qu'au moment où vous avez commencé, le Covid-19 n'était pas aussi prégnant qu'il ne l'est maintenant. Et je pense aux 3 années qui viennent pour les 3 albums suivants. J'imagine que vous allez continuer le travail en actualisant avec Yuval les éléments qui ne se trouvent pas dans son Sapiens original. Bien sûr, Covid-19 n'est pas un mot qui se trouve dans le Sapiens original, d'autant que la première version écrite en hébreu par Yuval a déjà 10 ans, et les sciences paléontologiques ça c'était mon ami Antoine Balzo, qui est directeur anthropologue, paléo-anthropologue au Musée de l'Homme à Paris, qui me disait que la paléontologie, l'anthropologie est probablement l'une des sciences qui bouge le plus. C'est fulgurant les progrès que l'on fait, et une décennie dans ces domaines-là, c'est énorme comparé à d'autres champs comme, je ne sais pas, les mathématiques ou que sais-je. Là, vraiment, parce qu'on a des nouvelles techniques, il y a des techniques laser, des autres techniques qui nous font comprendre plein de choses, et surtout les datations et tout ça. Et donc, avec Yuval, on a beaucoup repris les chiffres qu'il y avait dans Sapiens, et on les a réactualisés. Donc, enfin, c'est un exemple, mais c'est l'exemple le plus marquant, parce que c'est vraiment les chiffres sont, maintenant ça se peaufine, ça se précise de plus en plus, et c'est vrai que d'année en année. Et par exemple, on a fait aussi
par exemple, on s'est permis des choses que l'on n'explique pas forcément dans le texte, mais par exemple, en page 2, on peut voir une peinture rupestre classique avec des personnages peints sur un mur qui chassent le bison. Et eh bien, si le lecteur est attentif, il remarquera qu'en fait, on a mis des femmes aussi dans les troupes de chasseurs et de chasseuses. Et alors que, mais on ne le dit pas. Et quand on l'a fait, eh bien, c'était une possibilité, mais il n'y avait pas vraiment d'études. Et là, très récemment, une étude est sortie, je ne sais plus dans quel grand site scientifique cette étude nous est parvenue, mais qui explique qu'on a la preuve maintenant qu'il y a 9000 ans, il y avait déjà des chasseuses. Et donc voilà, donc ça, c'est aussi des choses que l'on se permet et qu'on travaille et qui ne sont peut-être pas, qui ne se voient pas, que le lecteur ou les lectrices ne vont pas voir, mais qui sont aussi notre petit plaisir de faire notre travail bien. Je vous dis que ça fait partie du plaisir de lecture aussi, après l'avoir lu une première fois, d'aller redénicher peut-être des éléments, comme je vais citer un exemple qui m'a frappé, c'est de retrouver un tableau de Magritte. Je laisse au lecteur deviner où il se trouve, ou alors ces histoires qui sont en arrière-plan, comme au moment d'un chapitre ou d'une séquence sur le langage, de trouver en arrière-plan une personne assise à une terrasse de café qui demande quel est le numéro du Wi-Fi, le code du Wi-Fi. Il y a toute une histoire derrière qui montre cette dimension du langage que l'on invente et qui ne fonctionne pas. Oui, on s'amuse beaucoup. Daniel s'amuse beaucoup aussi à mettre des choses, des clins d'œil culturels, en mettant beaucoup de références à des tableaux, ce qui est ça n'a l'air de rien, mais c'est très difficile de s'assurer qu'un tableau d'une image, d'une référence culturelle est connu en Chine, au Brésil et en Scandinavie de la même façon. C'est pas évident. En fait, quand on y pense, c'est un peu compliqué. Et, on a fait des références du cinéma, à Chaplin, au temps moderne, ou bien à La planète des singes, mais il y a beaucoup de tableaux et chaque fois, il faut quand même s'assurer que ces références soient mondiales. Donc, on a fait une émission de télévision qui reprend Koh-Lanta. Bon, j'ai été m'assurer que Koh-Lanta était vraiment un programme diffusé dans les principaux pays dans lesquels nous allions, nous, être traduits. Effectivement, c'est un programme télé qui est mondial et qui est connu de tous. Ouais. Peut-être que vous allez inspirer d'ailleurs un producteur de télé-réalité de faire une télé-réalité millénaire comme vous le faites, ou ce procès aussi qui est extraordinaire, qui clôture le premier volume, le procès de l'Homo sapiens, qui permet de véhiculer en peu de pages toute une série d'argumentaires sur les dégâts que a occasionné l'évolution et cette pauvre Homo sapiens dont nous sommes tous des représentants. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette scène était terriblement difficile parce que il fallait accuser Sapiens de meurtre. Et donc nous-mêmes, alors écrit comme ça dans un livre, c'est très facile, mais représenter, c'est extrêmement compliqué. Qui représenter? Quels humains allaient être sur le box des accusés pour représenter l'espèce humaine? Et c'est là que j'ai eu l'heureuse idée de reprendre des personnages fictifs de comics qu'on a un petit peu rendu un peu plus réaliste parce que c'était extrêmement compliqué à faire. Donc on a eu beaucoup de difficultés, par exemple quand il fallait représenter des humains, la couleur de leur peau, enfin
comment fallait-il les représenter, leur taille, les premières personnes qui chassent, qui font du feu, faut-il faire un homme, une femme? Ce sont des questions qui étaient très très difficiles à faire parce que c'est le texte original de Yuval ne se pose pas ce genre de questions. Nous, on a dû se poser la question de la représentation à chaque moment. Donc, ça a été quand même énormément de réflexion mais c'est très gai à faire, évidemment. Oui, non, c'est très stimulant. C'est vrai que le dessin doit dire ce que le texte suggère à un certain moment ou le montrer, exactement, ou faire des choix. En tout cas, David van der Meulen, nous arrivons au terme de cet entretien. On pourrait le prolonger, bien sûr, mais je vous remercie de nous avoir accordé ce temps et je rappelle le titre de ce premier tome d'une série de 4, dont les 3 prochains sont à venir, sur lesquels je vais vous laisser retourner travailler. Sapiens, la naissance de l'humanité, paru chez Albin Michel, le livre qui a inspiré ce volume est évidemment le Sapiens de Yuval Noah Harari, qui a collaboré à l'adaptation, de même que Daniel Casanave, votre complice pour plusieurs autres ouvrages au dessin et à l'adaptation aussi, et vous-même, David van der Meulen, qui avait signé l'adaptation de ce livre planétaire pour en faire une bande dessinée planétaire. Merci David van der Meulen. Merci.